Kéry, bonjour. Bonjour. Alors, d'entrée de jeu, en fait, faut dire que le webtoon, au Québec, on en entend peut-être un peu moins parler qu'en France. On en entend encore moins parler qu'en Corée du Sud. Pour nous situer, en fait, d'entrée de jeu, vous êtes une des autrices françaises de webtoon qui figure parmi les plus lus. En fait, je pense que vous avez démarré en 2021 le webtoon Mon vœu le plus sincère. Vous avez cumulé à peu près 6 millions de lectures, une communauté de 100 000 lecteurs en date de 2023, donc il y en a probablement encore un peu plus depuis mes dernières statistiques. Initialement, dans le fond, je pense que vous êtes arrivé un peu au webtoon par hasard, au détour d'un concours, au détour d'une opportunité, dans le fond, qui s'est présentée. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, de ce que j'ai cru comprendre ces derniers jours en parlant avec des Québécois, ici, ce qui s'est passé pendant le premier confinement, ça a été une grosse émergence du manga où ça a pas mal explosé. En France, il s'est passé la même chose, mais avec le webtoon. Parce que tout le monde était chez soi, tout le monde, j'englobe, je fais une grosse généralité, mais voilà. Et c'était un accès à la lecture qui était gratuit, parce que les épisodes ne sont pas payants. Et c'est quelque chose qu'on peut lire sur un objet qu'on a tous, le téléphone ou un ordinateur, une tablette. Et du coup, il y avait ce côté très accessible où tout le monde un peu a foncé dedans. Et Webtoon a bien saisi l'opportunité et a lancé son premier concours de créateurs pendant le premier confinement. Donc forcément, moi, comme je faisais de la BD à ce moment-là, sur les réseaux sociaux, on me l'a beaucoup partagé en me disant n'hésite pas à participer, il y a un gros prix à la clé, au pire, si tu perds, c'est pas grave. Et voilà. Heureusement qu'ils me l'ont dit parce que j'ai perdu. Mais par contre, moi j'ai découvert le webtoon comme ça. J'ai vraiment appris que la plateforme existait 3 jours avant le concours. Et pareil pour le média. Donc j'ai tout découvert à ce moment-là. Et au fil du temps, j'ai appris à maîtriser le truc, quoi. Oui, parce que dans le fond, l'élément distinctif, vous l'avez dit, dans le fond, c'est fait pour lire sur son téléphone. Donc, on est vraiment dans du scrolling de bas en haut. Essentiellement, donc, on découvre les cases. Donc, ce qui fait que, j'imagine, dans une architecture de création, de travail, et quand on est habitué de lecture de droite à gauche avec une planche comme élément de référence, là, c'est vraiment la case qui prend toute son importance, mais dans laquelle il y a quand même beaucoup de malléabilité. Je veux dire, c'est pas obligé d'être des petites cases, ça peut être des grosses cases. Il y a une liberté d'imposer un rythme de lecture au lecteur aussi à travers cette architecture-là. Ouais, mais complètement, parce que le webtoon n'est un fardeau, le format webtoon n'est un fardeau que si on décide que c'en est un. De la même manière qu'on ne fait pas les mêmes choses quand on fait du manga, du comics ou de la BD franco-belge, le webtoon, c'est un format à part entière qu'il faut vraiment s'approprier complètement et dont il faut jouer. C'est un format qui permet de mettre de la musique quand on lit des épisodes, d'animer des cases. On peut faire des très longues cases très verticales dans lesquelles on est happé littéralement. On a une gestion du rythme, tu parlais de gérer un peu la vitesse de lecture du lectorat, mais complètement, parce que si tu colles les cases les unes aux autres, l'épisode il va se lire très vite. C'est pratique pour des scènes d'action, des scènes un peu tendues, voilà. Mais à l'inverse, si tu veux canaliser, si tu veux un peu tempérer la lecture de ton lectorat, tu les espaces et puis ça permet d'instaurer du suspense ou de faire la chute d'une blague vraiment pile au bon moment. Et ça, c'est génial. Oui, parce que dans le fond, je veux dire, on peut facilement suggérer l'acte de scroller, c'est quelque chose qui est physique. Donc, dans la page, il y a plein de détours, évidemment, pour mettre le rythme aussi quand on est dans un support traditionnel. Mais là, j'ai l'impression qu'avec la longueur et avec l'architecture, on a encore peut-être un peu plus de contrôle sur minimalement le temps que ça va durer pour faire monter vers la prochaine séquence, vers la prochaine action. Ah, c'est ça, exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu déjà dans les formats sur livres, parce qu'on peut mettre une action sur une page et la suite sur la page suivante. Et donc, en fait, quand tu ouvres la page, voilà, tu as une personne qui va te dire, voilà, et en fait, Maxime, et puis tu tournes la page, et puis je t'aime, et là, tu as une explosion sur la page, elle est magnifique, voilà. Bah, tu peux le faire avec le webtoon, du coup, mais juste, ça se scrolle, et c'est quelque chose à prendre en main. Et en même temps, dans l'autre élément qui est structurel, à mon sens, pour le webtoon, c'est la notion feuilleton. Dans le fond, c'est des saisons, dans le fond, et chaque saison est composée d'un ensemble de chapitres, et chaque chapitre arrive, dans le fond, essentiellement chaque semaine. Il faut garder le public en haleine, il faut que les gens, parce que l'offre webtoon, si on ne connaît pas le médium, il y en a beaucoup. Mm-hmm. Donc, réussir à se démarquer, réussir à garder son lectorat, c'est pas évident, et j'imagine que ça passe
dans un premier temps, avec justement une capacité d'amener les lecteurs à avoir envie de revenir, de choisir à nouveau ce webtoon-là pour la semaine suivante et éventuellement, dans le fond, de s'imprégner de la lecture et que ça devienne une partie de la routine. Complètement. Là, je vais utiliser des anglicismes, mais on est très encouragé à faire des cliffhangers à la fin de tous les épisodes. Donc vraiment, les terminer sur un gros suspense ou une énorme révélation pour que on sache que le lectorat, soit il va se dire ok, je paye pour avoir la suite en avance, parce que c'est une possibilité, soit on sait que le lecteur va se dire ouais, bah la semaine prochaine, je suis là, je suis au rendez-vous parce que j'ai besoin de la réponse, je veux savoir. Et on t'encourage à faire ça le plus possible. Si tu fais ça à tous tes épisodes, bah, c'est gagné. Le lecteur, après, il est un peu stressé non-stop. Il arrive sur ta série, il est traumatisé parce qu'il sait qu'il va finir encore plus mal que l'épisode d'avant. Mais c'est comme ça que ça marche, le webtoon. C'est que ça joue sur le côté addictif, sur le fait d'avoir toujours plus. Et la plateforme, c'est très bien ce qu'elle fait quand tu joues avec ça. Et de ton côté, Kiri, il y a aussi une dynamique d'animation de communauté. Je veux dire, on parle d'une communauté de 100 000 lecteurs qui sont autour de la série. Donc, ce qui fait que, je disais quelque part, je pense qu'à chaque fois que tu lances un chapitre, ben, il y a une séance de débrief sur Instagram. Ouais. Il y a des éléments comme ça qui font que il y a un lien de proximité avec tes lecteurs-lectrices. C'est ça. En fait, comme le webtoon vient de Corée du Sud, il y a ce truc où les webtoons qui fonctionnent le mieux, du coup, sont coréens et ou américains. Et en fait, quand tu arrives, tu es une petite autrice française, comme ça, tu fais bonjour, je vais vous faire un truc. Le style, il a rien à voir avec ce qu'on voit en Corée et aux USA. Et puis, en fait, on va parler d'autres sujets. Si tu veux fédérer ou unir ton lectorat, tu es obligé d'être hyper présent sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est un truc un peu en plus par rapport au webtoon étranger, où l'auteur ou l'autrice ne peut pas créer ce lien si intimiste avec son lectorat, parce que y a la barrière de la langue déjà, et puis on n'a pas les mêmes références. Voilà. Là, avec Mon vœu le plus sincère, c'est une comédie dramatique. Le côté comédie, je l'anime assez souvent avec des références culturelles qui sont accessibles aux francophones et ou aux personnes sur les réseaux sociaux. Mais voilà, en fait, t'as cette proximité qui peut se créer avec le lectorat parce que vous rigolez aux mêmes choses et que vous le savez, un Coréen ne rigolera pas à la blague parce qu'il sait pas qui est telle personne, machin. Il y a une scène où il y a Jean-Pierre Foucault qui est dans Les Nuages, qui est un animateur de télé français très très connu. Je sais que la blague ne fera pas rire un Coréen parce qu'il comprendra pas qui c'est, quoi. Oui, il va savoir que c'est une personnalité. C'est ça, il va savoir qu'il y a une référence. Exactement, mais la référence sera obscure, quoi. Il se dira, bon, d'accord, ok. Oui, c'est l'avantage, en fait, de se dire, OK, j'assume à plein, moi, je suis sur Webtoon France, mon public est français. Éventuellement, c'est le genre de truc que si l'appel de la Corée vient pour adapter Mon vœu le plus sincère, mais c'est le genre de choses qui, de toute façon, devraient être adaptées pour avoir un ancrage régional aussi de leur côté, puis cette résonance-là. Voilà, c'est pas les traductions les plus simples, les traductions de comédie. Moi, je sais qu'à un moment donné, c'était vite fait en réflexion de traduire ou pas. J'étais surprise quand on m'en a parlé parce que je me suis dit, traduisez une romance, traduisez quelque chose qui fait de l'action, traduisez pas une comédie parce que tu peux traduire une blague, c'est extrêmement dur, ça demande tellement plus de travail que de traduire autre chose, quoi. Et d'un autre côté, le choix de la comédie permet, parce que c'est l'autre élément, j'ai l'impression, Kiri, que tu utilises pour amener le lecteur semaine après semaine à suivre un peu cette série-là, c'est d'avoir des personnages qui sont forts, des personnages avec lesquels j'ai l'impression que les lecteurs, lectrices ont envie de devenir amis avec eux essentiellement. Donc, on travaille beaucoup sur les personnalités, puis sur des personnalités qui sont, somme toute, généralement assez positives aussi. C'est ça. En fait, ce que j'aime bien faire avec cette série, c'est travailler avec deux types de personnages. Il y a les humains, donc qui sont très proches de nous, qui ont nos références, qui sont humains avec des défauts humains, des qualités humaines. Voilà. Ça peut être des gens avec qui on est amis. Et c'est comme ça que je les ai créés. C'est parce que ça pourrait être des gens avec qui moi je serais ami. L'autre type de personnage, ça va être tous ceux qui viennent du monde des génies, parce que ça reste l'histoire de base, une humaine qui rencontre un génie. Et en fait, ces personnages-là me permettent, parce qu'ils ne sont pas ancrés dans la réalité, de les faire parfois plus hautes en couleur ou d'exacerber des qualités et des défauts qui n'ont pas possibilité d'exister chez nous. On a une génie qui s'appelle Teresa, elle est obnubilée par la guerre, mais c'est pas quelqu'un qui veut du mal aux gens, c'est juste qu'elle adore le concept, et c'est quelque chose que... les guerres médiévales, j'entends, pas les actuelles, parce qu'il y a ce côté guerrier et glorieux de l'époque qui voilà, elle se rappelle avec nostalgie, et t'as tous les humains qui sont un peu choqués, en mode, mais non, mais Teresa, c'est horrible ce que tu dis. Mais ça rajoute en fait du comique que j'aurais pas pu mettre avec des personnages qui sont que ancrés dans la réalité, et voilà, et je pense que c'est une des forces de la série, c'est la confrontation entre ces deux univers qui n'ont rien à faire ensemble normalement.
Exact, et qui viennent un peu avec un a priori qui est d'ailleurs en fait, parce qu'on les premières pages cognent, je veux dire, le premier, tu parlais du côté comique, ben, l'argument de départ de Mon vœu le plus sincère, c'est donc votre héroïne qui rencontre un génie et qui le génie lui dit ben fais un vœu, elle fait son vœu, puis finalement ben ton vœu est nul, réfléchis, pense-y à 2 fois, si tu travailles, tu vas réussir à le faire ce vœu-là, donc trouve-en un autre. Donc ça donne le ton aussi. Évidemment, d'un côté, le ton comique, parce qu'on s'attendrait à ce que le vœu soit exaucé, c'est le cas, donc déjà, tu nous prends à contre-pied. On comprend cette ambiance-là, mais en parallèle, ben, ça met justement en place que ces 2 mondes-là vont clasher jusqu'à temps que il y ait le vœu le plus sincère, dans le fond, qui finisse par réussir à émerger, peut-être. Peut-être, mais c'est ça. Et l'autre truc qui est important pour moi, en tout cas, que j'ai pu mettre en place avec cette première scène-là, c'est que du coup, on a directement une mise en avant un peu de la personnalité de Prince, le génie, parce que s'il le refuse, ce vœu, c'est parce que, comme tu l'as dit, elle peut y arriver toute seule. Donc c'est pas un génie piégeant qu'on retrouve parfois, qui va jouer sur les mots, ou qui va être en mode ok, bah, ok, j'exauce ce vœu, tant pis pour toi. Non, il essaie vraiment de l'aider à trouver quelque chose dont elle a vraiment besoin, et c'était le deuxième code que j'ai voulu casser, c'est de me dire, ok, les génies qui piègent, les génies comme ça, un peu malhonnêtes, on en a vu assez. Là, on part sur quelqu'un qui est naïf, qui apprécie franchement son métier, parce que c'est pas sa nature. Génie, c'est sa nature, mais exauceur de vœux, c'est son métier, parce qu'on va découvrir d'autres génies qui font d'autres trucs. Et voilà, lui, il se bat pour aider les humains avec lesquels il travaille. Et tranquillement, mais il y a des éléments de suspense, des portes qu'on ouvre dans les épisodes. J'imagine que ça devient aussi essentiel, ne serait-ce que sur la nature des génies. Par exemple, le prince, vous lui couvrez les yeux, donc c'est clair que la question qu'on se demande, c'est qu'est-ce qu'il y a en dessous, dans un contexte où les yeux sont le miroir de l'âme et le reste. Donc, des petites portes comme ça qu'on ouvre, on ne sait pas exactement quand est-ce que vous allez refermer, mais ça incite peut-être à suivre un peu aussi la série, d'avoir ces petits suspens-là, ou ces gros suspens-là, dans le fond. C'est ça. Et alors, une des raisons pour lesquelles j'avais caché le visage de Prince à l'époque, au tout début, quand j'étais pas encore édité, mais voilà, les premières ébauches, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'étais contente d'avoir un génie, c'est que je débutais un peu, donc les jambes d'hommes, je savais pas très bien les dessiner, et les visages masculins, je les maîtrisais pas non plus beaucoup. Donc là, c'était un peu une facilité. Avec le temps, bien sûr, je me suis dit, bon, écoute, si tu signes un contrat, sois professionnel, voilà. Et en fait, tu as parlé des yeux qui sont les miroirs de l'âme, et oui, c'est exactement ça. Parce que après, quand on évolue dans l'histoire, sans spoiler, bien sûr, mais on se doute qu'à un moment donné, les yeux de Prince, on les verra, et des autres génies aussi, c'est qu'en fait, je fais en sorte que cela arrive que lorsque le génie en question s'ouvre un peu et qu'on commence à le découvrir un peu plus. Prince, au départ, il a ce voile, il s'ouvre un peu, on le découvre, ensuite il a juste des lunettes qui sont opaques où on voit pas du coup ses yeux, donc ça garde le mystère, mais malgré tout, il a plus ce voile sur le visage complètement. Et donc on en apprend plus sur lui, voilà, il y a ce côté, on laisse tomber le masque pour voir un peu qui y a derrière. Et au fil du temps, plus on en apprend sur le génie, plus on le verra sans rien pour le dissimuler, quoi. Et on se lance sur une première saison. On sait, je pense que Mon vœu le plus sincère, c'est 3 saisons qui sont prévues pour l'instant. Est-ce que, justement, ce type d'éléments-là, dans le fond, l'exemple des yeux en est un bon parce qu'on ne spoile pas trop. Il y a d'autres éléments aussi, entre autres avec l'héroïne qu'on découvre. Il y a des flashbacks et des éléments. Donc, il y a quand même plusieurs dimensions un peu là-dedans, le monde des génies aussi. Mais prenons ça comme exemple. Dans le fond, est-ce qu'on a un mapping clair de comment on va évoluer sur la première saison? Qu'est-ce qui va être amené vers la deuxième? Ou est-ce que, dans le fond, il y a une partie un peu d'improvisation, de spontanéité, où on se dit, OK, ça, c'est intéressant. On se met une note à côté en disant, OK, je viens d'ouvrir cette porte-là, éventuellement, il va falloir que je le développe, que je referme. Donc, comment un peu la dynamique de travail, puis à quel point, dans le fond, tu sais exactement où tu t'en vas versus... Il y a aussi la dynamique de la création, il y a la dynamique de la rétroaction avec la communauté qui, j'imagine, t'amène aussi à te réajuster constamment. Donc, nécessairement, j'imagine que de semaine en semaine, il y a aussi une part, je dirais pas d'improvisation, mais d'ajustement, à la limite. Alors, complètement. Ma réponse à tes questions, ça va être oui à tout. En fait, il y a ce qu'il faut pour tenir une histoire d'un point A à un point B, c'est un squelette scénaristique. En fonction des auteurs, ce squelette, il est plus ou moins rigide, plus ou moins complet. Et voilà, il y a des gens qui ont besoin de travailler avec... lorsqu'ils se lancent dans l'histoire, dans les storyboards de leurs épisodes, en fait, ils ont déjà écrit leur saison entière avec un résumé épisode par épisode, voilà. Avec mon éditeur, il a bien compris que ça ne servait à rien que je fasse ça, parce qu'au bout de 3 épisodes, changer la suite de la saison, et voilà. Il y avait toujours les éléments clés, mais ils étaient plus liés pareil, et puis voilà.
Donc il m'a dit ok, on travaille autrement, si tu me proposes une technique de taf, on le fait. Il m'a d'ailleurs pas dit ça, c'est moi qui l'ai imposé. Euh, mais en gros, je lui ai proposé de lui envoyer une très longue liste de tous les éléments qu'il allait avoir dans la saison. La saison 2 notamment, je m'étais vraiment bien organisée. Et je lui ai dit voilà, cette saison a fait 50 épisodes, donc on va la diviser en 5 arcs de 10 épisodes. Et dans chaque arc, je vais te montrer ce qu'il va y avoir. Et je les fiche pas, parce que comme tu le sais, parfois, je travaille un épisode et je me rends compte que ça n'a pas tant de sens que ça, que par la suite, il se passe l'élément que j'avais prévu. Donc, j'ai ce côté qui est très solide, parce que je sais qu'est-ce qui arrive à peu près quand, dans quel arc. Les arcs sont bloqués. Mais par contre, à l'intérieur de ces mêmes arcs, je me laisse une grosse fluidité, une grande liberté, parce que ça reste une comédie, une comédie dramatique, et que peu importe à quel point le scénario est sérieux, il y a des moments, je suis sur un storyboard, et je me dis, je peux faire une blague sur tout l'épisode en fait là. Et si je peux faire la blague sur tout l'épisode, faut que je vérifie que dans mon planning, j'ai prévu un épisode un petit peu de creux, et du coup ça me permet de décaler les choses. Bref, c'est vraiment c'est un peu un Tetris dans lequel tu es obligé de te prévoir des endroits un peu flous pour te permettre ces réajustements en fonction de ce que toi tu fais quand tu bosses ton storyboard et des attentes du lectorat aussi qui parfois te surprennent un peu. Ils vont s'attacher énormément à un personnage et tu vas te dire bon, je vais peut-être faire un épisode un peu plus axé sur lui à un moment donné, ça leur fera plaisir et surtout si le lectorat apprécie autant ce personnage, c'est qu'il y a une raison que moi j'ai pas vue. C'est pas tant une question de satisfaire le lectorat coûte que coûte, mais plus une question de l'écouter et comprendre pourquoi certains sujets reviennent plus que d'autres dans leur retour. Et du coup, se questionner sur notre vision personnelle aussi des choses. Oui, ça, j'imagine, quand il y a une dichotomie où il y avait un personnage que toi, tu avais mis là parce que tu avais besoin de ce personnage-là, de cette rétrogradation à ce moment-là. Puis finalement, finalement, le public s'est attaché, le public a aimé. Comment je fais aussi pourquoi, comme tu dis, ou dans d'autres cas, c'est toi aussi, j'imagine, qui t'attache particulièrement à un personnage qui dit, j'ai envie de le ramener, il me semble qu'il sert à quelque chose, ou même à l'inverse, où tu commences à construire une séquence et tu te rends compte que tu as besoin de quelque chose pour servir d'un peu de caisse de résonance, de contre-pied, de contrepoids à une certaine situation. Donc, il y a des éléments, j'imagine, qui viennent un peu de la nécessité, mais qui arrivent peut-être un peu plus tard dans le processus. C'est ça. Typiquement, il y a un personnage qui est le préféré de la majorité du lectorat, qui s'appelle Oxlove, qui lui est arrivé comme c'était la petite cerise sur le gâteau. Je vous mets un génie, il est super beau. C'est le contrôleur, il vient juste vérifier que Prince fasse bien son travail. Voilà. Il n'était pas du tout censé avoir autant d'importance. Et en fait, c'est juste que quand j'ai vu l'attrait du lectorat par rapport au personnage, je l'ai vu sous un autre angle. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il est très exploitable. Et donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec lui ? Qu'est-ce qu'il a en lui ? Pourquoi il marche si bien avec l'héroïne ? Et alors, je tiens à préciser que je ne travaille pas avec les triangles amoureux, je n'aime pas trop ça. Et là, en fait, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire entre eux qui ne fait pas de triangle, qui ne le questionne pas et tout. Et en fait, tout de suite, une relation un peu plus, sans spoiler, un peu plus père-fille, en fait, s'est installée, parce que lui est très attaché aux humains, mais d'une manière paternelle, et que elle aurait bien voulu avoir quelqu'un dans sa famille d'aussi protecteur et aimant. Et du coup, voilà, il y a toute cette dynamique qui s'est installée, et c'est pas parce que le lectorat l'a voulu, parce que je les ai surpris avec cette dynamique d'ailleurs, mais juste parce que j'ai vu autant de regards posés sur lui, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de ce personnage qui attire autant les regards, quoi ? Est-ce que j'ai fait une erreur en le mettant trop en avant ou quoi ? Et je me suis dit non, c'était pas une erreur parce que moi je l'aime bien, mais pourquoi je l'aime bien ? Et bref, tu te forces vraiment à rentrer en réflexion, ça dure super longtemps, mais à la fin, tu fais quelque chose que t'aimes bien, quoi. Oui, puis de trouver, comme tu dis, dans le fond, la solution qui n'est pas nécessairement la solution facile, entre guillemets, de dire, OK, un triangle amoureux, merci, on exploite ça. Comédie romantique, c'est justifié, ça aurait pu l'être, mais d'amener peut-être un peu plus loin, puis de respecter le message que tu donnais d'entrée de jeu à ta série aussi, où tu disais, oui, vous pensez à des archétypes, mais on va jouer autour. On n'ira pas directement à fond dans l'archétype. Au contraire, dans le fond, on va s'amuser avec ça. C'est ça. Plus tu surprends ton lectorat, surtout dans le webtoon, plus tu le gardes avec toi, parce que qui dit plus de surprises dit plus de cliffhanger, et qui dit plus de cliffhanger dit plus de personnes qui ont hâte à la suite, et voilà, t'entretiens la machine. Et tu disais tantôt, dans le fond, c'est une saison de webtoon d'à peu près 50 épisodes. Ça sort une fois par semaine, donc on comprend que c'est 50 semaines par année, essentiellement. Et tu disais qu'à la saison 2, tu avais réussi à peut-être un peu mieux t'organiser. À un moment donné, je suis tombé sur des heures où des gens me parlaient de semaines de 80 heures, de semaines de 60 heures de travail. Juste pour la production, ça exclut l'animation de communauté et le reste. On est dans un rythme comme ça de ton côté. Je veux dire, tu cours le marathon présentement, là. Oui, et d'ailleurs, très belle image, parce que quand tu parles
de marathon, quand je parle parfois avec des nouveaux auteurs qui me demandent voilà c'est quoi ton conseil, je leur parle toujours justement de marathon en leur disant si tu dois courir un marathon toutes les semaines, bah tu t'y vas pas sans préparation. Tu commences déjà petit en te disant bon bah cette semaine je cours 2 km. Et puis la semaine prochaine, je cours 3 km. Et puis voilà, puis tu grandis, puis tu fais tes étirements, tu travailles ta foulée, voilà. Dans le webtoon, c'est exactement pareil. Quand j'ai commencé mon vol plus sincère, le concept, il était super simple. C'est une jeune fille, jeune femme, qui rencontre un génie. Le génie, il dit non, ton vœu, il est nul. Et voilà. Le pitch, il est super simple. Aujourd'hui, on arrive dans la saison 3, il s'est passé plein de trucs. Il a complètement gagné en complexité. Mais parce que c'est un marathon, si tu commences avec cette complexité dès le départ, tu vas te casser la figure. Toi, tu vas être épuisé. Ça sert à rien de te lancer comme ça. Et là, je parle de complexité scénaristique, mais je parle aussi de complexité de graphisme. Où au début, mes épisodes, ils étaient très simples. Et aujourd'hui, maintenant, parce que parfois il y a des scènes d'action et tout, j'ai beaucoup plus retravaillé mes éclairages, mes lumières, mon anatomie, mes effets spéciaux. Voilà. Et une fois de plus, tu commences avec ça, tu t'épuises, tu tiens pas la route. Donc il faut vraiment voir ça comme un marathon, comme une préparation de marathon. Si tu veux être capable d'en courir un toutes les semaines, bah, tes premières semaines, tu les fais beaucoup plus calmes, avec un scénario simple, une idée de base simple mais percutante, des dessins qui sont à ta portée à ce moment-là et qui te permettent de travailler un épisode de 60 à 80 heures par semaine, quoi. Oui, puis en fait, puis de commencer, mais comme tu dis, c'est simple et c'est centré sur peut-être aussi tes forces ou des séquences que tu sais que tu es capable de rendre. Dans ce cas-ci, c'est un dialogue, c'est de créer une proximité entre des personnages. Donc, on mise un peu là-dessus dans une séquence qui est peut-être un peu plus intime. Puis après ça, tranquillement, on grandit, tranquillement, on développe, on enrichit l'univers, on sort de l'appartement, on s'en va vers le travail, on s'en va vers la ville. Ouais. Donc, on progresse un peu de cette façon-là aussi. C'est ça, complètement. Quand j'ai terminé ma saison 1, la saison 1, elle se termine sur une sorte de gros final quand même, où j'ai pu mettre pas mal d'action. Il y avait beaucoup de sentiments, ça a heurté beaucoup de gens. Moi, je me rappelle, la fin de ma saison 1, j'ai reçu des messages vraiment sur les réseaux sociaux en mode « Mais comment t'as pu faire ça ?» et tout. Des gens très satisfaits de leur lecture, hein. Mais voilà. Et bref, et en fait, quand j'ai terminé cette saison-là, quand j'ai fait ce final de saison, j'ai pris du recul où je me suis dit « Bah maintenant que j'ai fait ça, en fait, je peux tout faire. » Je dis pas que je peux tout faire bien, mais je me suis dit, si j'ai pu dessiner ces scènes-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche d'en faire des aussi compliquées autant que je veux ? La fatigue. mais en fait, voilà, il y a eu ce déclic qui est passé un moment où je me suis dit, j'ai plus besoin de me restreindre. Ça y est, c'est bon. Si je veux faire cette scène qui est hyper loufoque d'un combat avec des cannes des sucres d'orge avec du feu derrière parce qu'il y a les télés et tout et qu'ils sont en personnage de Noël. Si je veux le faire, je peux le faire. Voilà, ça va me prendre plus de temps. Si je vais transpirer dessus, il y aura des cases qui seront moins jolies, mais je peux le faire. Et au début, quand j'ai commencé ma série, je le pensais pas. Voilà. Et ça, ce déclic-là, il fait du bien à la créativité quand tu te dis j'ai plus de limites maintenant. Oui, puis j'imagine qu'à la longue, on finit par faire des trucs parce que là, t'es plus à la première saison, donc le médium, tu le connais, tu l'as appréhendé. J'imagine que, en fait, parce que je voyais dans la version livre, en fait, on parle de gens qui sont venus pour la couleur, pour des coups de pouce, dans le fond, parce qu'à un moment donné, j'imagine, on lève la main, on dit, ben là, ça marche pas, je me suis mal organisé, on appelle des renforts. Et ces apprentissages-là, ben pour la saison 2, justement, là, la préparation est cadrée, tout est bien organisé. À la saison 3, tu es en pleine maîtrise de tes choses. Donc, il y a, j'imagine, des réflexes aussi qui se créent. Par exemple, de dire, bon, OK, je me fais un élément de décor, je le mets de côté. Peut-être que je vais avoir besoin de les récupérer si je manque de temps, des choses comme ça. Ouais, c'est exactement ça. Une meilleure organisation sur tous les points. J'ai appris à utiliser, quand même, 2 ans après, les raccourcis clavier qui permettent de gagner un temps incroyable sur la colo. Où du coup, plutôt que de faire une couleur par une couleur, je fais 2 couleurs par 2 couleurs. C'est bête, hein, mais en fait, ça diminue beaucoup le temps. Pareil, en fait, c'est des outils. Plus tu apprends à maîtriser tes outils, plus tu les maîtrises, tu les utilises vite. Et comme chaque minute compte, parce que tu es sur une très grosse durée pour un épisode, tu lésines pas, quoi. Tu te dis, bon, si j'ai trouvé ce truc-là qui me fait gagner 10 secondes par case, je l'utilise tout le temps, et c'est ce qu'on fait. Tu as parlé des décors, c'est très juste. C'est déjà quelque chose que je faisais durant ma première saison, parce que j'avais capté que le lectorat, en fait, il s'en fiche du décor qu'il y a derrière. Non, si c'est beau, il s'en fiche. Si c'est moche, il le remarque. Ça, c'est perturbant. Enfin, c'est un peu frustrant, mais bon. En fait, le décor, il n'est pas là pour émerveiller les yeux, il est là juste pour donner un contexte. Dans la très grande majorité des cases, pas toutes. Ce qui fait qu'à un moment donné, ton décor, t'as fait un plan avec un mur derrière un personnage. Ce mur-là, tu le gardes, et sur les cases d'après, tu le floutes. Parce que tu t'en fiches.
t'as pas besoin de refaire le mur non-stop. Tout ce que tu veux, c'est lire la bulle du personnage, savoir ce qu'il dit, savoir ce qu'il fait. Voilà, le décor n'est pas là pour prendre le dessus, mais pour accompagner la case, lui donner un contexte. Et donc dans ces moments-là, faut pas avoir peur de réutiliser des décors qui sont déjà faits. Tu peux utiliser des décors 3D pour faire gagner du temps aussi. Moi, la 3D, je trouve ça extrêmement moche, donc du coup, je l'ai retravaillé énormément. Mais retravailler pendant un long moment un décor 3D, ce sera toujours plus rapide que de dessiner toi-même ta citadelle et ton royaume de génie, machin, voilà. Et évidemment, on parle beaucoup de la version Webtoon, dans le fond du comic, parce que Webtoon, c'est une plateforme, c'est une application, donc via Webtoon France qu'on peut trouver donc les épisodes où on est rendu, je pense que c'est 82e au total, fait même plus en fait saison 87, 3. 87. Ouais. Donc ça avance assez rapidement, évidemment, donc on peut rattraper de ce côté-là. Et à un moment donné, dans le fond, on est en 2021-2022 à Japan Expo, donc du côté européen, et il y a la gang de Cotoon qui vient t'aborder pour dire, est-ce que tu voudrais amener ton webtoon en livre? Ouais, alors là, c'était terrible. Et ce qui s'est passé, c'est que la veille au soir, dans la chambre d'hôtel, j'avais une collègue qui me disait « Oui, toi, l'année prochaine, t'auras une version papier. » Et je me suis dit « n'importe quoi. C'est très flatteur, hein, merci, mais non. » Elle me dit « Si, là, Kurokawa, ils ont un nouveau label, ça s'appelle Cotoon, ils font let's play, là, toi, t'irais trop bien là-bas. » Je me suis dit, mais t'es satellisé, c'est n'importe quoi. Une version papier, peut-être, mais pas chez Kuro, c'est pas possible. Et quand le lendemain, j'ai vu l'équipe arriver sur mon stand, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Partez, s'il vous plaît, j'ai peur. Et en fait, ils sont venus me voir et je me suis dit, bon, peut-être qu'ils cherchent quelqu'un d'autre et tout. Et là, non, ils me disent, ah, Kiri, on te cherche depuis tout à l'heure et tout. Voilà, alors on se présente. Nous, on est chez Kurokawa, on a un nouveau label qui s'appelle Cotoon et on aimerait savoir, nous, on aime bien ta série, est-ce que tu voudrais un truc? Et toi, t'assistes à ça, tu les vois parler, et dans ta tête, c'est en mode non, c'est pas possible, on vient pas de me dire ça, j'ai rêvé. Et là, du coup, je dis bah oui, ça me dirait bien d'avoir une version papier, bien sûr, personne dirait non. Et en fait, après ça s'est organisé très vite, on s'est revus dans les locaux à Paris, on a pu parler de ce qu'on attendait chacun, l'un et l'autre, d'une collaboration ensemble. Et j'ai zéro regret sur ça parce que je pense que c'est la plus belle expérience dans le monde de l'expérience d'avoir une version papier de Webtoon. J'aurais jamais pu rêver mieux que de le faire avec l'équipe Cotoon, qui est une équipe incroyable. Et qui a pris en charge, parce qu'on parlait au départ justement de la structure qui est en case versus en planche. Donc là, subitement, il faut amener ton comic en planche. Donc, c'est eux qui ont un peu pris en charge l'agencement avec ton approbation, dans le fond, essentiellement? C'est ça, ouais. En fait, ils m'ont demandé si je voulais m'en occuper et moi... On parlait de tes semaines tantôt, c'est ça, voilà. J'avais une saison 3 préparée, enfin une saison 2, j'étais en plein dedans, donc je me suis dit, bon, non, vous allez le faire. Hein. Et en fait, c'est les studios Macma qui s'en sont occupés et ils ont fait un excellent travail parce que je trouve qu'ils ont su garder le dynamisme des scènes comiques et qui partent dans tous les sens, tout en restant sobre sur les scènes qui sont censées l'être. Et du coup, j'ai trouvé que le studio a fait un excellent travail. Il y avait aussi Cotoon qui s'occupait un peu de les guider parfois en disant non, cette scène-là, elle est pas très bien gérée, il y a plus ça comme émotion, mettez cette case-là en avant. Et moi, j'ai pu regarder aussi les premières épreuves pour faire un dernier retour. Et bon, ça va, je suis pas très embêtante, on va dire. Il y avait peut-être une bulle mal calibrée. Bon, mettez-la plutôt là, voilà. c'est pas très compliqué. Et du coup, moi, ce dont je me suis occupée pour ces livres, c'est de redessiner des cases qui étaient vraiment trop mauvaises ou alors un manque de cohérence en termes de plan. Le mot est sur ma langue, mais la perspective, voilà. Corriger des problèmes de perspective sur des trucs. Parce que même si je sais que c'est bien de voir l'évolution d'un artiste, si tu publies ton premier livre et que t'en es pas fier, t'as du mal à le signer avec fierté, quoi. Et donc du coup, j'ai retravaillé un petit peu tous ces trucs-là. Et quand j'ai vu le travail que Macma et Cotoon avaient fait sur ce livre, j'ai redécouvert mon travail et je l'ai aimé. Et ça, pour une artiste qui a un gros syndrome de l'imposteur, ça, c'est énorme. Oui, puis j'imagine que c'est un plaisir, en fait, parce que reste qu'on est encore dans des sociétés de papier. Donc, le webtoon, il y a toujours une dynamique un peu éphémère, ça reste sur une plateforme. Donc, le papier ancre peut-être un peu l'ouvrage, lui donne un élément concret supplémentaire, si on peut dire. Et j'imagine te permet d'aller chercher de nouveaux lecteurs, lectrices, donc ceux qui ne sont pas nécessairement attirés par la plateforme web, par l'appli, mais peuvent trouver aussi en version papier. Tu te retrouves en librairie aussi, donc ça augmente peut-être un peu la portée de ton travail. C'est ça. Moi, quand on me l'a proposé, la version papier, je ne l'ai pas senti comme un aboutissement parce que quand tu es à fond sur ce que tu fais de base, tu te dis pas que c'est
que c'est pas suffisant et que ton travail sera abouti que lorsque tu auras une version papier. C'est deux choses différentes. Je me suis dit c'est un plus et c'est un énorme plus pour le coup et j'étais vraiment heureuse. Mais par contre ce que moi j'ai pu constater c'est que chez certaines personnes mon travail n'a commencé à avoir de la valeur que parce que j'allais avoir une version papier. Genre quand on me dit félicitations, ça y est, t'es une vraie autrice. Excuse-moi, j'avais 6 millions. c'est ça, c'est la comédie française numéro 1, j'ai 100 000 abonnés, 6 millions de lectures, je travaille 80 heures par semaine depuis 3 ans. Enfin, ça fait un moment que je suis autrice maintenant, quoi. C'est pas parce que juste c'est imprimé que ça y est, ça existe. Ça existe depuis 3 ans maintenant. Ça m'a pas vexée parce que je sais très bien aussi comment certaines personnes sont attachées au côté tangible d'un objet. Genre, je sais, il n'y a pas de problème. Mais ça me l'a fait remarquer et je me suis dit, c'est vrai que peut-être que je vais gagner un peu en notoriété, peut-être pas, mais en légitimité aux yeux de certaines personnes. Ça y est, je suis autrice de BD. Je suis une vraie autrice parce que j'ai un livre. Voilà. Alors, 2 façons donc de découvrir ton travail pour ceux qui ne te connaissaient pas, donc sur le web, sur l'appli, sur Webtoon France et avec l'adaptation livre, donc le tome 1, la saison 1, donc qui est disponible du côté de Cotoon et les autres saisons, on imagine, qui vont suivre également. Tout à fait. Kiri, merci beaucoup. Mais merci à toi, je t'en prie.